Bonjour à tous, bienvenue à cette clinique des forces fraîches. J'ai le plaisir d'introduire Claudia Louty pour vous présenter sa stratégie, sa réflexion sur la mobilisation et les stratégies systémiques de mobilisation. Sans plus tarder, Claudia, la parole est à toi. Merci beaucoup, David. Je vais prendre le temps de partager mon écran rapido. Alors, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette heure du dîner pour parler de l'approche systémique à la mobilisation. Grâce à vous, vous me donnez l'occasion de choquer mon pilates, donc merci pour cette excuse. Si vous voulez, à travers la rencontre, là, je sais qu'il y a il y a quelques caméras qui sont fermées, mais n'hésitez pas justement à réagir avec des emojis s'il y a des trucs qui vous interpellent. Comme ça nous maintient dans le lien, même si, admettons, je sais qu'on dîne, là, puis vous voulez pas nécessairement ouvrir vos micros puis vos caméras, mais comme ça, on aura un petit peu de connexion à travers la séance aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Claudia. J'accompagne des organisations collectives dans leurs efforts d'amélioration des opérations, de pratiques collaboratives et de transformation numérique. J'ai commencé mon parcours dans le milieu startup. Ça m'a permis de développer des compétences transversales, notamment comme en accompagnement numérique, en organisation du travail agile, en développement des communautés numériques, surtout parce que j'ai travaillé en marketing numérique à cette époque-là. Donc, avec le temps, je me suis tournée vers les organisations collectives simplement parce que je crois profondément que ce sont des leviers importants à maintenir notre tissu social et à rééquilibrer les dynamiques de pouvoir dans nos sociétés. Donc, merci à vos organisations pour ce faire, puis à ma hauteur, j'essaie de contribuer. Donc, c'est à la jonction de toutes ces expériences-là que je vous propose la séance d'aujourd'hui. C'est-à-dire une invitation à une vision systémique de la mobilisation. Ce que ça veut dire, c'est que on va essayer de regarder la mobilisation pas comme un geste isolé, mais plus comme un système. Un système qui est composé de plusieurs engrenages qui interagissent entre eux et qui sont parfois interdépendants et qui gagnent à être pensés, ajustés, modulés ensemble. Donc, la mobilisation, selon moi, peut concerner les actions collectives, en effet, mais pas que. Ça peut s'étendre aussi aux organisations qui valorisent l'intelligence collective de manière générale, surtout pour amener des solutions adaptées à l'expérience terrain. Donc, peu importe la mission, la taille de l'organisation, dès qu'il est question de faire agir des personnes ensemble autour d'un objectif commun, la question de la mobilisation se pose et surtout comment est-ce qu'on l'opère, comment est-ce qu'on la structure de manière intelligente. Donc, c'est le fil rouge que je tiens à, ben, que je nous invite à maintenir aujourd'hui à travers la séance. Donc, considérer la mobilisation comme un ensemble de composantes interdépendantes et qui évoluent ensemble. Cette vision peut-être un petit peu plus holistique nous permet de créer des actions cohérentes, alignées, mieux adaptées à la réalité terrain et qui va nous permettre d'agir durablement dans le temps. Donc, ça va se refléter comme ça dans l'ordre du jour. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les bases, c'est-à-dire des petites définitions, on va survoler un petit peu le système, puis ensuite, on va plonger dans chacun des morceaux du système, puis chacun des morceaux du système va nous faire comprendre c'est quoi les conditions favorables à une mobilisation porteuse et engageante. Ces conditions favorables-là, on va les décliner en théorie. Un exemple qu'on va maintenir tout au long de la séance, puis aussi quelques outils pratiques, parce que vu qu'on va rester dans le macro aujourd'hui, ça va être le fun de se donner quelques petits outils, quelques pratiques concrètes qui vont nous permettre de se mettre dans l'action rapidement après cette petite séance-là. Puis on va terminer avec une conclusion et une petite synthèse, période de questions, un petit 20 minutes. J'espère si je parle suffisamment vite, on va pouvoir avoir un bon 20 minutes de questions. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais juste préciser qu'est-ce qu'on ne va pas survoler aujourd'hui parce que on a juste une heure et c'est quand même un concept très, très vaste, la mobilisation. Donc, on va pas parler aujourd'hui de stratégie tactique de la mobilisation. Donc, on va pas répondre à la question de comment mettre en place des actions qui favorisent la mobilisation au sens opérationnel immédiat. On va plus s'intéresser à comment organiser notre mobilisation, comment lui donner une structure, pardon, qui va tenir dans le temps et qui va soutenir notre effort collectif. On parlera pas non plus d'éléments essentiels, qui est à dire le sentiment de communauté, la culture, le sentiment d'appartenance,
essentiel, mais ça fait pas partie un petit peu du système du côté plus opérationnel de langue de la séance d'aujourd'hui. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à travers la séance d'identifier où est-ce que vous pouvez comme insérer quelques éléments de culture, de reconnaissance, d'appréciation et voir comment est-ce qu'on peut insérer de la culture dans le système. Le système sert à accueillir les conditions favorables. Et si une des conditions favorables, c'est la culture, ben, n'hésitez pas à l'insérer dans cette structure-là. Finalement, à la fin, je vais vous laisser des petites sources sur lesquelles je m'appuie pour vous partager les informations. Donc, si, admettons, vous voulez approfondir vos connaissances sur ces éléments-là, ben, vous allez pouvoir avoir des petits liens cliquables et des petites ressources qui vont vous permettre d'aller plus loin dans la formation. Donc, les bases de la mobilisation, on va commencer par quelques petits repères autour de la notion de mobilisation. Je vous dépose quelques définitions, on n'y plongera pas nécessairement, mais ce que je veux qu'on regarde ici, c'est qu'on a quelques éléments clés. Par exemple, on implique plusieurs acteurs et qu'on vise à améliorer concrètement des conditions de vie. Donc, il y a quelques petits repères comme ça dans les définitions de la mobilisation, mais ce que je tiens à ce qu'on retienne aujourd'hui, surtout dans c'est quoi la mobilisation, c'est que la mobilisation n'est pas un objectif en soi, c'est une stratégie. Elle va toujours servir à un objectif beaucoup plus large que tenter de se rassembler. Un des changements qu'on va souhaiter, c'est peut-être un changement politique, le renforcement d'un mouvement, l'appui à une cause, transformation sociale ou terrain. Peu importe, la mobilisation doit servir un objectif beaucoup plus grand que simplement se rassembler. Dans l'approche que je vais vous partager, la mobilisation n'est pas seulement donc un effort de communication, un effort de concertation ou un effort d'appui à un plaidoyer. Ça en fait partie, mais c'est pas le cœur. Le cœur, c'est d'activer des personnes à prendre part à un effort collectif. Une des définitions que j'aime beaucoup, la dernière, mais l'emphase aussi sur collectiviser le problème. Donc, l'acte de prendre tous responsabilité autour d'un enjeu donné. Donc, par exemple, on va tenter de collectiviser un enjeu dans une organisation. Je ne suis pas seule à vouloir soutenir la solution à cet enjeu-là. On est plusieurs à devoir s'activer autour de ce problème-là. C'est ça la mobilisation. C'est être co-responsable d'une situation, d'un enjeu et on essaie de se coordonner pour répondre à cet objectif-là. Donc, c'est le travail qu'on va vouloir faire aujourd'hui. Puisque c'est s'activer autour d'un objectif donné, ben c'est surtout un travail d'organisation. Alors, si la mobilisation n'est pas bien planifiée, elle peut devenir fragile. Elle peut mener à de la surcharge, à de l'épuisement, à du désalignement ou à de l'énergie collective qui est mal distribuée ou qui s'essouffle rapidement. Donc, on a des problèmes fréquents de la sursollicitation. On va sursolliciter notre membrariat, ce qui fait en sorte que c'est seulement un petit groupe de personnes très motivées, mais limitées, qui offrent pas beaucoup de diversité dans le regard autour de la mobilisation qu'on aimerait avoir. Par exemple, on est pris dans des cycles d'urgence à réagir à l'actualité. On peut invisibiliser l'impact. Des fois, on va concerter sans donner un suivi sur pourquoi est-ce que ça a permis de faire progresser la cause, la concertation effectuée, perte de sens, pourquoi est-ce qu'on se mobilise, pourquoi est-ce qu'on est à l'AGA, pourquoi est-ce que je réponds à un sondage, ben rappeler le sens collectif aide à maintenir le souffle de la mobilisation à long terme. Donc, on est ici pour les problèmes et c'est pour ça que je vous propose de prendre un petit pas de recul sur nos enjeux récurrents et de voir la mobilisation comme un système qu'on peut bien planifier. Donc, euh, euh, organiser la mobilisation comme un système, c'est, encore une fois, c'est un ensemble d'éléments qui sont interconnectés et j'essaie de l'illustrer avec clairement mon bac en graphisme à l'appui. C'est faux. Tout ça est très, très, très homemade. Et comment est-ce qu'on a réfléchi ce système-là? C'est que en ingénierie, on va parler de planification rétroactive. Donc, on va vouloir identifier notre objectif final pour ensuite identifier les étapes, les rôles, les ressources, les outils nécessaires pour se rendre à notre objectif final. Donc, c'est comme ça qu'on l'a réfléchi. En premier, donc, on va commencer par identifier notre point d'arrivée, notre but commun. On clarifie le but commun. Pourquoi est-ce qu'on se mobilise entre nous? Quel est le changement qu'on souhaite réellement opérer?
Donc, on va tenter de le définir ici. Ensuite, on va regarder notre point de départ. On a identifié notre point d'arrivée. C'est quoi notre point de départ? Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les ressources? C'est quoi les partenariats qu'on a? Quels sont nos angles morts? De quoi est-ce qu'on a besoin? Alors, on va les cartographier pour nous permettre d'identifier, encore une fois, ce qu'on a et ce qui nous manque et savoir où concentrer nos efforts dès le départ. Ensuite, la cartographie, on va tenter de créer l'organisation du travail. Et ça, l'organisation du travail, c'est les interactions. Comment les éléments de notre cartographie travaillent ensemble. On va dessiner donc les interdépendances, les modèles de prise de décision. On va définir les complémentarités, processus de chaque composante. Donc, l'organisation du travail nous met d'activer nos parties prenantes qu'on a identifiées dans notre cartographie. Finalement, rôle et responsabilités. Ce sont les éléments qu'on va pouvoir allouer aux personnes qui font partie de notre système, de manière, encore une fois, en cohérence avec les ressources qu'on a. Donc, on peut pas distribuer des rôles si on n'a pas de personnes qui peuvent les prendre en charge. Donc, tout ça est interopérable dans ce système-là. Et c'est pour ça qu'on a mis des flèches. Tout ça doit s'ajuster en conséquence. Par exemple, si on monte une coalition en sécurité alimentaire sur l'échelle d'un territoire, donc c'est ça notre objectif, atteindre la sécurité alimentaire sur notre territoire, on a déjà identifié quelques partenariats qu'on a à travers notre cartographie, mais il nous manque un partenaire donné. Ben, dans notre organisation du travail et dans l'allocation des tâches, on va dire à certaines personnes l'objectif d'aller chercher ce partenariat-là. Une fois qu'on a ce partenariat-là, ben, notre système va changer, va progresser, va évoluer. Parce qu'on aura inscrit un nouveau partenaire dans notre cartographie, on va pouvoir l'inscrire aussi dans notre organisation du travail et donc lui déléguer des tâches et des responsabilités. Donc, tout ça est en mouvement. On agit aujourd'hui pour construire les capacités de demain. Ainsi, on ne va pas essayer de faire en sorte que ce système-là soit parfait dès le premier coup. Moi, personnellement, comment je le vois, c'est comme un éternel croquis. Donc, ça sera jamais parfait. Donc, on va pas essayer, on n'attendra pas d'avoir de la prévisibilité, de l'assurance pour prendre action. Nos actions sont des expérimentations qui vont nourrir notre système. Donc, on agit, ça nourrit le système, puis on apprend en continu. Au début, notre système sera peut-être pas super, mais plus on va l'utiliser, plus on va se mettre en mouvement, plus il va s'améliorer dû aux apprentissages qu'on aura fait ensemble. Donc, ça, c'est une idée un petit peu du système général. Je vous donne un petit peu quelques petites définitions. On va pas s'y attarder n'ayant pas beaucoup de temps à y allouer, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a différents types de mobilisation et ça aura un impact sur le système en tant que tel. Donc, différemment, selon votre système, selon votre type de mobilisation, votre système va s'adapter. Donc, si vous avez la mobilisation ponctuelle, ben, votre système va s'adapter versus un système plus long terme. Par exemple, vous avez une association, vous avez besoin de maintenir une vie démocratique à long terme. C'est pas du tout les mêmes besoins et les mêmes systèmes et processus. Alors, on va plonger dans les conditions favorables. Oups, excusez-moi. J'ai cliqué pas sur la bonne affaire. Donc, les conditions favorables, à partir de notre système, on va pouvoir associer chacun des éléments de notre système à une condition favorable. La raison pour laquelle on veut identifier un but commun, c'est pour qu'on ait une cause claire, enracinée et répétable pour tout le monde, pour qu'on se rappelle pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble. Ensuite, la cartographie des ressources va nous permettre d'identifier des besoins et des acquis. L'organisation du travail va nous permettre d'identifier c'est quoi les processus itératifs et flexibles parce qu'on a besoin d'un système flexible parce que la mobilisation grandit, progresse, donc on a besoin de système itératif et flexible. Donc, et la définition des tâches, c'est vraiment l'épine dorsale là, de la mobilisation, c'est-à-dire que ça nous prend une invitation claire à s'engager auprès des membres. Si un membre ne sait pas quoi faire, comment le faire et pourquoi il le fait, ben c'est sûr que c'est le nœud de la guerre pour la mobilisation.
Puis, pour chacun de ces éléments-là du système, on va y plonger plus précisément, mais je vais juste vous dire qu'on va pouvoir toucher à de la théorie, à des exemples pratiques et à des outils pratiques. Juste petite mise en garde pour les outils. Les outils sont nécessaires. Oui, ils aident le travail collectif, mais il faut juste s'assurer qu'on n'est pas là à nourrir les outils. Il faut que les outils soutiennent l'action collective. Surtout les outils numériques, on a tendance à s'appuyer beaucoup là-dessus, mais parfois on a tendance à utiliser les efforts humains à nourrir les outils collectifs. Donc, petite mise en garde là-dessus quand on va utiliser des outils numériques. Commençons par notre but commun, sachant qu'on fait de la planification rétroactive. Donc, notre but commun, c'est le nerf de la guerre. C'est identifier un message simple, évocateur, ancré dans le vécu réel des gens. Ça demande une compréhension fine des publics et des enjeux qui sont sur le territoire. On commence ben, attendez, avant, je serais curieuse de savoir, est-ce que, avec des emojis, si ça vous tente de réagir, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui savent d'où vient la phrase Freeze the rent, free and fast buses et free childcare? Mon accent anglais pour vous, les amis. Donc, si vous savez d'où cette phrase vient, n'hésitez pas à réagir avec un petit emoji, avec une petite réaction. Pour la traduction, c'est geler les baux, des autobus gratuits et rapides et un service de garde gratuit. Ça me permettrait de savoir si, admettons, cette phrase-là résonne un petit peu. Ah, peut-être un peu moins, parfait. Mais il y a vraiment pas de problème. C'est le slogan de la campagne Mamdani à New York. Donc, ça a été la phrase qui a été souvent répétée par les personnes de la campagne Mamdani. La raison pour laquelle j'utilise cet exemple-là, puis ça va être l'exemple qu'on va utiliser tout au long du webinaire, c'est parce que c'est, bien qu'il soit américain et en anglais, malheureusement, c'est un exemple très, très, très d'actualité et extrêmement clair qui illustre bien la puissance d'une mobilisation quand elle répond à des conditions favorables. Donc, vous allez voir à travers la présentation, elle fait juste cocher toutes les conditions favorables et c'est ce qui fait en sorte qu'ils ont réussi, je pense, faudrait me fact-checker, mais je pense qu'ils ont réussi à mobiliser plus de 100 000 bénévoles autour de la campagne Mamdani. Donc, voilà pour l'exemple. Pour revenir à notre exemple, donc, le message venait directement des conversations terrain et c'est ce qui leur a permis d'identifier ce message clair, évocateur et qui peut être facilement répétable. Donc, pour vous donner une petite idée, on va pas s'y attarder beaucoup, mais quand ils ont commencé le porte-à-porte, essayez d'écouter les personnes et essayer d'identifier c'est quoi le récit récurrent. Et ce qui se disait souvent, donc ce qui émergeait, c'était que les baux étaient beaucoup trop chers, la mobilité à New York est difficile et la situation pour les familles à New York est difficile. Pourquoi? À cause du service de garde trop cher. Donc, on identifié ces enjeux-là, on testé différents types de messages à travers le porte-à-porte, on fait des boucles d'itération à travers le temps. Puis une fois qu'ils ont réussi à trouver un message qui était fort, évocateur, on continue à le répéter, le répéter, le répéter. Que ça soit dans les événements, les réseaux sociaux, partout où est-ce qu'il y avait, à travers le porte-à-porte. Donc, c'est cette phrase-là, comment qu'ils ont réussi donc à la trouver, c'était entre autres la mobilisation relationnelle, donc avoir des boucles de rétroaction, mais pas seulement du numérique. Le numérique est très puissant pour identifier les indicateurs de performance et affiner un message, mais la mobilisation relationnelle nous permet vraiment d'avoir une compréhension fine de la réalité terrain et ça nous permet d'identifier un très bon message. Ensuite, comment est-ce qu'on le répète? Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est un peu identifier tous les points de contact qu'on a avec nos membres. Donc, faites un petit peu comme une cartographie de où est-ce qu'on a des interactions avec nos membres, que ça soit par courriel, que ça soit justement par porte-à-porte, des événements et même pendant les formations, pendant les débriefs de bénévoles, juste se rappeler le sens commun de pourquoi est-ce qu'on fait du porte-à-porte, pourquoi est-ce qu'on est à l'AGA, pourquoi. Donc, tout le temps le rappeler, ça aide justement à ramener le sens collectif de manière efficace et engageante. On a répondu au but commun. Maintenant, on sera sur la cartographie des ressources et des alliances, ce qui nous permet donc d'identifier les besoins et les acquis.
Dans nos milieux, on a des ambitions très, très grandes parce que les enjeux sont de plus en plus complexes et de plus en plus importants et nos ambitions sont une force. La raison pour laquelle, entre autres, on va mobiliser des partenariats, par exemple, ben, c'est pour compléter les ressources qui nous manquent. Donc, on a besoin de ressources additionnelles, on a besoin de forces de travail. Top, on va s'allier avec d'autres personnes. C'est vrai que ça en fait partie des raisons pour lesquelles on va vouloir se mobiliser, mais pas que. Ça, ce que ça fait surtout, notamment, donc, c'est renforcer la légitimité et l'acceptabilité du changement proposé. La mobilisation, c'est un objectif de, si on se rappelle que la mobilisation a l'objectif de créer un changement dans un territoire ou dans nos sociétés, ben il faut qu'il soit accepté par plusieurs personnes. Et c'est pour ça que la mobilisation est importante, pour avoir de l'acceptabilité autour du changement proposé et de la légitimité comme quoi nous sommes plusieurs à accepter qu'on a besoin de ce changement-là et on s'allie pour y travailler. Donc, pour revenir à notre exemple de la campagne Mamdani, Zoran Mamdani était un candidat pour les communs des mortels peu connu et était présenté presque comme le candidat Cendrillon à l'investiture et c'est comme s'il avait remporté presque par magie son investiture. Mais quand en fait, Zoran Mamdani était déjà très impliqué dans sa communauté, dans les groupes communautaires, dans les associations. Il avait été directeur de campagne pour une personne, pour une candidate au Sénat. Donc, plusieurs activités associatives et terrain, ce qui lui a permis de crédibiliser son message, avoir un réseau qui soutienne sa capacité de mobilisation. Donc, on a besoin de beaucoup de personnes pour appuyer notre changement souhaité, mais pas que, on a aussi besoin de complémentarité. Dans les études démontrent que quand il y a différents acteurs qui contribuent là où ils sont le plus forts et de manière coordonnée, encore une fois, on revient à notre pilier qui est l'organisation, mais la mobilisation a beaucoup plus de chances d'être porteuse. Donc, on va pas vouloir comment dire, uniformiser nos actions. On va vouloir travailler sur une panoplie de fronts vers un objectif commun et ce, de manière alignée et autour, encore une fois, de notre objectif commun. Donc, nos cartographies, je vous en liste quelques-unes. Vous allez pouvoir les utiliser pour c'est des cartographies, tu sais, c'est pas des cadres fixes, là. Vous pouvez les rendre ajustables à à vos besoins. Ça nous permet donc d'identifier les angles morts, quelles sont les ressources qu'on a besoin, tout ça. Je vous mets une petite liste, mais pour l'exemplifier, pour vous montrer c'est quoi comme la force d'impact de la cartographie, c'est avec ce petit exemple-là très très simple, il utilise quelques techniques, pas très complet, mais c'est juste pour vous montrer l'importance, la capacité de la cartographie. Donc, si sur une matrice, j'identifie le niveau d'alliance des personnes que je souhaite mobiliser. Donc, à gauche, les personnes sont très, très loin de moi. À droite, les personnes sont très, très près de moi. Sur l'autre axe, impact. Donc, qui a le plus d'impact sur mon objectif commun à moi? C'est pas de jugement sur le niveau de l'organisation, c'est plus l'impact que moi je souhaite avoir. Ben, c'est quoi son niveau de capacité euh, à, à s'insérer dans mon objectif commun. Donc, impact élevé en haut, impact faible en bas. Puis, on va venir déposer nos parties prenantes selon leurs forces. Et là, les forces peuvent être multiples. Est-ce que c'est des personnes, est-ce que c'est des organisations, des personnes influentes? Est-ce qu'elles ont des ressources, des fonds, des locaux? Est-ce qu'elles ont une force de coordination? Parce qu'encore une fois, la mobilisation est un effort d'organisation. Donc, s'ils ont une force de coordination, ça peut vraiment beaucoup soutenir nos efforts de mobilisation. Est-ce qu'ils ont du leadership? Est-ce qu'ils ont leadership, c'est-à-dire en capacité d'aller chercher un vaste réseau, briser les silos? Ou ils ont un ancrage terrain, donc ça nous permet d'avoir le pouls de la population, des personnes concernées du changement qu'on souhaite opérer. Donc, on vient les placer sur la cartographie, ce qui nous permet ensuite de voir où est-ce qu'on veut mettre l'effort, c'est quoi la proportion de notre effort qu'on veut mettre. Impact bas et alliance faible,
Première phase, c'est pas là où est-ce qu'on va vouloir maximiser nos efforts. C'est pour ça qu'on va mettre moins d'efforts dans la mobilisation de ces parties prenantes-là. On va vouloir les informer, on va vouloir les tenir proches, on va vouloir veiller sur ces personnes-là, mais on pourra pas mettre énormément de temps. Par contre, les personnes qui ont et les organisations qui ont fort impact, très très proches de nous, on veut mettre beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour les maintenir dans la boucle de mobilisation. C'est pour ça qu'on va mettre beaucoup plus d'efforts. Tout ça, là, je vous présente un exemple. Encore une fois, ça peut être modifiable. Peut-être que là, moi, je vous donne des objectifs, des appels à l'action pour ces segments de membres. Mais peut-être que vous, ça serait d'autres objectifs pour chacun des segments. Mais par exemple, moi, quand j'ai des personnes qui sont fort impact très près de moi, j'ai le goût qui copilotent avec moi, surtout pour des efforts de mobilisation, pour amplifier mon impact et pour amplifier ma capacité de mobilisation. Puis, les deux autres sections, ben, peut-être un petit peu moins d'efforts, on peut les consulter, on peut co-construire avec eux, mais encore une fois, moins d'efforts à leur allouer. Si, par exemple, dans mon cadran vert à 50%, j'ai pas de petit picot influence, ben je sais que je vais vouloir être intentionnel à aller chercher ce picot-là pour le faire tirer vers mon cadran 50% vert, pour justement que j'ai une diversité des forces pour frapper sur tous les fronts de mon objectif commun. Donc, ça nous permet justement d'identifier comment est-ce qu'on peut être intentionnel, comment est-ce qu'on peut maximiser notre effort, notre temps d'organisation euh, grâce aux cartographies. On a identifié notre but commun, on sait où est-ce qu'on s'en va avec notre cartographie. Maintenant, comment on organise le travail? Je vous le répète, c'est l'épine dorsale de l'organisation du travail. À partir de la cartographie, ce qui est le fun, c'est de prioriser les actions. On va visualiser les flux de travail et les zones d'interdépendance et d'autonomie entre les différentes parties prenantes. Ça permet de soutenir la collaboration de manière efficace, fluide. Ça nous permet aussi d'insérer des cycles d'amélioration continue dans notre organisation du travail et d'apprendre collectivement et d'avoir une vision commune qui est soutenue et qui est répétée dans nos boucles de travail. Si on reprend notre exemple de la campagne Mamdani, les actions étaient coordonnées en petits groupes par quartier. Fait que, par exemple, j'ai du porte-à-porte dans un quartier donné. C'est un petit groupe qui est autonome et qui travaille à faire du porte-à-porte dans ce quartier-là. Et c'est la même chose pour plusieurs quartiers. Si, admettons, on prend l'exemple d'un tout petit groupe, ils vont se créer des rituels pour justement assurer une efficacité dans leur porte-à-porte. En premier, ils vont se rassembler, ils vont identifier des objectifs, combien de porte-à-porte ils veulent, combien de signatures à une pétition, par exemple, ils ont besoin, ils allouent telle rue à tout le monde. Tout le monde sait exactement c'est quoi qu'ils ont besoin de faire, ils savent c'est quoi le message qu'il faut qu'ils testent aujourd'hui et pif, ils sont partis, s'en vont faire du porte-à-porte et ils reviennent ensuite ensemble pour faire un petit débrief. Moi, j'ai testé mon message, ça n'a pas fonctionné ici. Ah, moi, ça a fonctionné ici. Puis, ils se partagent des apprentissages pour ensuite les colliger, les documenter et s'en vont dans l'instance un peu supérieure qui ensuite va faire percoler ces apprentissages-là de différentes manières, de manière à ce que tous les petits groupes puissent bénéficier des apprentissages de l'un et l'autre. Donc, c'est comme ça que la campagne Mamdani a réussi à s'organiser, à identifier des processus itératifs et flexibles de travail. Pour ce faire, ce que moi je vous invite à faire, c'est peut-être faire des efforts de visualisation de c'est quoi les processus de travail que vous avez dans votre organisation. Est-ce que vous pouvez identifier c'est quoi les différents comités ou les différentes équipes de travail? Comment est-ce qu'il se passe l'information? Comment est-ce qu'ils communiquent? Qui prend des décisions sur quels éléments? Donc, on vient identifier justement tous les cycles de prise de décision, les processus d'amélioration continue. On les insère dans cette visualisation-là. Et ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est utiliser base de connaissances au CRM pour être intentionnel dans les communications et pour bien comprendre
comment chacun des membres évolue dans la mobilisation, base de connaissances pour s'assurer que tout le monde a accès à de l'information à jour, accessible, bien organisée. Et ça aussi, il y a des super bons outils qui permettent même de faire des vues selon le segment de la personne, par exemple. Donc, vous pouvez même les allier avec votre CRM, le profil de la personne avec une vue pour qu'elle fasse bien son travail dans le cadre de votre organisation. Donc, tout ça peut se granulariser. Encore une fois, il faut mettre en place une structure et un système qu'on a les capacités à maintenir. Donc, là, je vous donne des exemples, mais évidemment, il faut vraiment faire en sorte que on vit des tensions dans nos organisations. On veut accueillir des membres, on veut les mobiliser, mais ça vient avec des efforts et avec un besoin d'accueillir et d'offrir les conditions favorables à l'engagement. Donc, plus on invite, plus ça augmente notre énergie d'accueillir. Donc, tout ça est une tension qu'il faut qu'on observe et je vous invite peut-être à y aller progressivement, commencer avec une petite mobilisation et voir évaluer au fur et à mesure comment est-ce qu'on peut progresser dans l'ampleur de notre mobilisation. J'ai une petite information pour les indicateurs de performance. Je sais, on a tous peut-être, on est tous un petit peu PTSD, là, des indicateurs de performance. On a peut-être des petits traumas parce que on les utilise comme des outils pour nous dire si on a fait un bon ou un mauvais travail. C'est de l'information qui nous a été imposée, des objectifs imposés. Donc, moi, j'aimerais ça rétablir la relation avec les indicateurs de performance. Personnellement, moi, j'adore parce que si, admettons, on m'invite à faire du porte-à-porte, puis on me dit, fais 10 porte-à-porte, 5 signatures, moi, je me dis, ah, super, j'arrive, je sais qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Mais si, admettons, on me dit, fais du porte-à-porte, ben moi, je fais du porte-à-porte, admettons, j'en fais 30, je sais même pas si c'est suffisant, j'ai-tu bien fait ça, est-ce qu'on reconnaît le travail que j'ai fait? Donc, des fois, avoir des objectifs, c'est peut-être qu'on peut changer le mot indicateur de performance ou objectif, on peut se donner des intentions, on peut se donner des unités de mesure, mais moi, je vous encourage à avoir quand même quelque chose de quantitatif parce que ça nous permet d'asseoir dans le concret nos efforts. Donc, ça pourrait en faire partie une des solutions à l'engagement, quant à moi. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau pour transitionner vers rôle clair et une invitation à agir engageante avec la définition des rôles et des tâches. Donc, en s'appuyant sur l'organisation du travail, on va identifier quelle partie prenante pourrait prendre quel rôle et quelle responsabilité. Dans la campagne Mamdani, toutes les contributions étaient bonnes, petites comme grandes, c'était les bienvenues. Encore une fois, je vais juste ramener à ce qui est possible pour votre organisation. Donc, dans la campagne Mamdani, t'aimes pas à parler au téléphone, viens, on va te faire faire du porte-à-porte. T'as pas le temps de faire du porte-à-porte, pas de problème, on va te faire faire de l'entrée de données chez toi de manière asynchrone. Tu as du beau leadership positif dans le porte-à-porte, ben, ça tente de coordonner une équipe dans un quartier donné. Donc, tout ça est en mesure de, à la fois, s'adapter aux capacités que toi, tu es en mesure de nous offrir, mais aussi, tu peux évoluer dans la mobilisation. Donc, tu peux commencer avec un micro-engagement et finir avec un engagement plus grand. Évidemment, encore une fois, il faut s'assurer que notre structure nous permette d'accueillir toutes ces tâches-là. Donc, à travers notre structure, on identifie c'est quoi nos responsabilités, nos capacités, puis on va décliner. Dans la campagne Mamdani, il devait en avoir là, des milliers là, des micro-engagements. Peut-être que pour votre organisation, vous allez vouloir avoir 4 types de responsabilités, types de rôles, que ça soit dans CA, quoi que ce soit. Donc, vous les déclinez tant que c'est clair, tant qu'il y a un appel à l'action qui définit donc pourquoi la personne s'engage, comment est-ce qu'elle peut s'engager et est-ce qu'elle a besoin de compétences, de capacités pour s'engager. Donc, du moment qu'elle répond à ces 3 critères-là, l'appel à l'action risque d'être engageant. Donc, à garder en tête une diversité de contributions, sentiment d'efficacité collective, toujours rappeler qu'on est en train de progresser, ça aide à la mobilisation. Clarté et sens à l'action, toujours rappeler pourquoi sa micro-tâche, son micro-engagement répond à notre grand but commun. Donc, toujours les lier. Ça répond à un besoin d'engagement enthousiaste.
Pour vous aider à ce faire, moi, ce que je vous conseille, c'est trois petits outils. Rituel de renouvellement d'engagement, ce que je trouve très utile et très efficace. Justement, avec votre base de données, vous pouvez annuellement demander est-ce que voici le rôle que tu as voulu prendre cette année, est-ce que tu as le goût d'évoluer ou tu veux garder le même rôle? Donc, en plus d'avoir une base de données à jour et juste et propre, ben ça fait poser la question à la personne, est-ce que j'ai le goût de me réengager? Et si j'ai le goût de me réengager, est-ce que c'est dans le même rôle? Donc, ça permet ceci. Scénario de parcours de participation, comment est-ce que j'accueille la personne et comment est-ce que elle va progresser, comment, c'est quoi les différentes options de progression qu'elle peut avoir dans dans la mobilisation, puis peut-être des petits outils de documentation, des grilles de planification, de la formation, donc des outils pour qu'ils puissent se mettre en action de manière à ce que ensuite l'information soit partagée. Moi, j'encourage beaucoup de la documentation. Euh, de la documentation dans des bases de connaissances partagées, ça permet de l'apprentissage collectif, ce qui permet beaucoup, beaucoup de choses. On est rendu à la conclusion. Donc, finalement, ce que j'ai le goût qu'on se souvienne aujourd'hui, c'est surtout que la mobilisation, lorsqu'on l'approche comme un système, c'est-à-dire des différents morceaux qui interagissent entre eux et qu'on travaille tous ensemble vers un but commun, ça nous permet pas seulement d'être efficace, mais aussi de respecter l'énergie de chacun. On s'offre plus de temps pour s'offrir les conditions favorables et de visibiliser nos réussites, ce qui est aussi un levier d'engagement et ça nous permet de maintenir l'énergie dans le temps plutôt que de demander des pics d'énergie. On le maintient et ce, de manière distribuée à travers toutes les personnes qu'on mobilise. Les efforts de mobilisation, encore une fois, c'est pas un effort seulement de se rassembler pour se rassembler. On a un objectif commun et on met en place les étapes pour se rendre, c'est-à-dire une cartographie de manière à ce qu'on puisse identifier ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, organisation du travail pour s'assurer qu'on a une structure fluide et flexible pour accueillir les différentes personnes qui veulent travailler avec nous, puis définir des rôles avec une invitation claire et engageante pour tout un chacun. Et je le répète, on n'a pas eu l'occasion de parler de la culture et du sentiment d'appartenance, encore une fois, très important. Mais si, admettons, je vous dépose ça, là, si vous sentez qu'il y a des personnes qui travaillent bien ensemble, n'hésitez pas à les faire travailler ensemble. Puis si, admettons, il y a des amitiés qui se créent top, ça fait partie des processus qui sont des beaux leviers pour la mobilisation. Si, admettons, il y a comme des petits running gags, essayez de les mettre dans de la documentation ou dans de la formation. Donc, maintenir la culture, ça fait partie voilà, c'est un levier très important pour la mobilisation. C'est ce qui conclut la partie présentation. Je vous laisserai Splendide. la parole. Splendide, Claudia. C'était fantastique, extrêmement Yes. intéressant. Puis la présentation était vraiment, vraiment intéressante, bien montée, les couleurs, tout, c'est fou. Puis honnêtement, Ah, j'ai t'es bien rarement fin. vu, tu sais, c'était concis, mais en même temps, tu sais, il y a tellement de parallèles, là, de parler de mobilisation, puis c'est dans un contexte de développement de communauté, d'entreprise, tu sais, de politique. Chapeau, vraiment. Ah, Il nous reste un genre de 15 minutes. Évidemment, toi, Claudia, est-ce que tu es hard stop à 13 heures? non. Fait que ce que je propose, c'est qu'on va enregistrer encore 15 minutes. Ceux qui ont des questions, vous pouvez lever la main virtuelle ou écrire dans le chat, puis on va essayer d'alterner. Puis ceux qui veulent rester après, on va arrêter l'enregistrement, puis on va poursuivre. Est-ce que ça va comme ça? Cool. Fait que là, je vais peut-être aller voir, est-ce que dans le chat, on a des questions? Non, on n'a pas eu de questions, donc n'hésitez pas. Si vous êtes du genre à parler, levez votre main virtuelle. Si vous êtes du genre à garder, à vouloir être plus low profile, écrivez dans le chat. Donc, Sarah Chaput, la parole est à vous. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'est super intéressant. J'aurais aimé ça t'entendre, Claudia, un petit peu plus quand tu disais que c'est tu sais, de pas trop focuser juste sur les outils, puis que souvent Oui. on met beaucoup de temps humain dans la création d'outils. En tout cas, moi, ça m'a accroché, j'aurais aimé ça t'entendre un peu plus là-dessus. Très, très bonne question. Donc, merci Sarah pour ça. Pour les outils, on aurait tendance, par exemple, à mettre en place un CRM, surtout pour le membrariat. Donc, on se met en place un CRM et on met beaucoup de temps et d'efforts dans l'organisation, à la fois pour identifier quel CRM on a besoin,
comment est-ce qu'on peut l'utiliser, juste l'interprétation dans l'équipe organisatrice, juste utiliser un CRM, c'est beaucoup. Là, je prends juste cet exemple-là, mais tout ça pour dire que c'est utile un CRM, mais essayons pas tout de suite de se rendre à l'objectif idéal, c'est-à-dire d'avoir une base de données qui est interopérable avec tous nos autres outils, qui nous permet d'avoir des notifications quand son renouvellement est échu, tout ça. Moi, je vous dirais d'y aller progressivement. Tant que tu as une base de données de membres au début, que vous arrivez à maintenir propre et que vous avez des bons processus pour la maintenir, ensuite évoluer. Moi, ça serait ma suggestion parce que sinon, on va mettre beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts pour faire en sorte que l'outil soit accepté au sein de l'organisation, que l'outil soit maintenu et que les personnes sachent pas vraiment comment l'utiliser, qu'il y ait une personne qui puisse faire les changements. Finalement, c'est pas un outil collectif, c'est un outil, voilà, qu'on nourrit au fur et, ben, qu'une personne nourrit. Donc, il faut vraiment s'assurer que ça réponde à des objectifs de mobilisation et que ça y réponde réellement, même si l'intention était là. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Sarah. Merci, Oui, Sarah. merci. Merci. Autre question? N'hésitez pas. Aucune question. Tout le monde, c'est clair. Claudia, elle vous a tout dit. Moi, j'ai Profitez-en, là. bonjour, j'ai ouvert mon Oui. micro. C'est Pascal qui parle. Oui, Euh, bonjour. j'ai pas une question, mais j'ai un commentaire. Je veux partager, vu qu'il n'y a pas de question, un déclic personnel, là. Moi, j'ai déjà été membre d'un CA où je trouvais que le président mobilisait pas assez, puis où j'avais l'impression entre les séances de perdre le fil, de pas savoir ce qui se passait, de à chaque convocation me dire mon Dieu, la convocation elle arrive dernière minute, puis tu sais, puis à chaque fois que je l'entendais dire ben tu sais les outils sont là, vous avez tous accès au je me rappelle pas si c'était un Classroom, un SharePoint ou je sais pas trop quoi là, mais tu sais utilisez-le. Puis finalement, tu sais, tout le monde était comme un peu en attente de se faire dire quoi faire. Puis finalement, ben là, j'ai comme un peu les réponses avec la présentation. Puis vraiment, je comprends que c'est ça. Ma perception, c'était qu'il y avait un manque de leadership, mais il y avait clairement pas un système mobilisant qui était en place, là, pour toutes sortes de raisons. Puis je rentrerai pas dans les détails, mais tu sais, je comprends que ça peut vraiment nuire puis empêcher les gens à participer parce que personne veut prendre la place de quelqu'un d'autre. Puis là, finalement, tout le monde est un peu en attente de se faire assigner un rôle, puis on reste dans un statu quo très, très lent, là, puis on fait le minimum finalement. Fait que ça génère des résultats plus ben, pas le plus haut qu'on pourrait atteindre, là. Fait que je voulais juste partager ça, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, pour ton témoignage. Je trouve que ça résonne beaucoup. Merci, Pascal. Audrey Morin, à vous. Ben là, moi aussi, j'ai envie de prendre le train des commentaires plutôt que des questions parce que moi aussi, j'ai eu un gros déclic là, quand tu as dit plus on mobilise, plus ça nous prend d'énergie dans l'organisation. Puis l'organisation avec laquelle je travaille, qui est Sociocracy for All, là, pas Interconnexion, euh, c'est ça que je vis dans le fond. Puis je l'ai réalisé parce qu'on est comme, ah, on a beaucoup de travail à faire, ça nous prend plus de bénévoles, puis on dirait que plus qu'on a de bénévoles, plus que moi j'ai de travail. Puis là, en plus, moi, je n'ai pas la capacité de suivre des bénévoles, puis de les soutenir, puis de leur parler souvent. Fait que je comprends comme ma frustration, puis le problème, puis ça m'a fait réaliser qu'on pourrait se créer un rôle qui est soutien des bénévoles, ou mobilisation, puis que ça serait beaucoup plus transparent et clair que oui, plus qu'il va y avoir de bénévoles, plus qu'il va y avoir de travail, puis comme ça fait partie du travail, moi, c'est comme du travail invisible que je fais, puis que je suis comme, voyons, comment ça, j'arrive jamais dans le temps. Et que, yeah, merci beaucoup. Ben, merci pour ton témoignage. T'as 100%, c'est 100% légitime, tu as raison. Et je tiens quand même à souligner que, tu sais, on peut pas parler de technologie sans parler de fracture numérique non plus, là. C'est-à-dire que, tu sais, évidemment, on est dans un contexte ici où est-ce qu'on prend pour acquis que les gens sont capables d'utiliser des outils technologiques, mais sincèrement, tu sais, quand on prend à l'échelle du Québec, puis tu sais, surtout dans le développement des communautés en contexte régional, tu sais, la fracture numérique, elle est énorme. Fait que, tu sais, il y a aussi tu sais, puis tu l'as dit au départ, c'était des fois, tu sais,
outils technologiques soient au service d'eux. Puis des fois, ben, tu sais, le besoin, ils ne sont pas nécessairement répondus par un outil technologique. Tu sais, il y a des rencontres individuelles, il y a des rencontres de groupe, il y a des relations. Ça prend énormément de temps, évidemment. Mais je tiens quand même à le souligner parce que je pense que la dimension technologique est très présente. Mais je pense qu'il y a des contextes qui sont favorables et il y a d'autres contextes qui sont peut-être moins favorables également, là. C'est bien dit. Merci, David. Merci à toi, Sarah. Ben, merci. Ouais, dans le fond, le commentaire avant, ça me fait penser, en fait, justement, c'est pas toujours évident de doser. Tu sais, quand on veut consulter, on veut mobiliser les gens, mais bon, on veut pas non plus les brûler, puis les surcharger, puis tu sais, que ce soit lourd. Fait que, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion que tu aurais à nous partager pour justement être capable de doser ça, ou tu sais, des questions qu'on a à Ouais. se poser, tu sais, parce que c'est vrai que ça nous fait plus de travail. Tu sais, si j'envoie un courriel à tout le monde, puis que là, tout le monde me répond, ben là, j'ai comme toutes ces réponses-là à évaluer. Fait que, tu sais, quand est-ce que c'est un bon moment, tu sais, pour qu'il Hmm. soit impliqué réellement aussi, là? J'adore cette question. C'est vraiment une bonne question. Je te dirais que je pense que l'organisation de la structure de travail permet de répondre à ces questions-là, dépendamment de ton organisation et des priorités. Donc, moi, il y a comme deux trucs qui me viennent en tête pour répondre à ta question. Un, quelles sont les priorités d'action de ton organisation aujourd'hui? Est-ce que ta priorité, c'est voilà, ben, tu sais, c'est tes orientations principales, tes actions, tout ça. Est-ce que ta mobilisation soutient tes grandes orientations de ta planification stratégique de ben, de ton plan d'action de cette année-ci? Encore une fois, ta mobilisation doit soutenir tes efforts de mission. Donc, en premier, si ton effort de mobilisation ne répond pas à tes grandes orientations, peut-être la questionner. Est-ce que ça vaut la peine de la faire cette année? Est-ce qu'on la prévoit pour l'année prochaine? Ou est-ce que mes orientations sont mal définies parce que c'est vraiment important? Donc, une petite conversation à faire entre la planif et la mobilisation et le cadre. Puis ensuite, ton cadre va te permettre d'identifier si oui ou non tu as les ressources ou si oui ou non. Donc, il y a tout le temps cette tension entre ce qui répond à la mission et ce qu'on est en mesure de faire. Si on n'est pas en mesure de le faire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire qui va nous permettre, c'est-à-dire aller chercher du financement ou aller se déléguer cette tâche-là à un partenaire parce que ça fait partie de sa mission, ou c'est vraiment à nous de le faire, mais ça, voilà, on n'a pas les ressources. Donc, il y a des petites questions comme ça de précision pour essayer de voir si oui ou non c'est utile et si oui ou non on est en mesure de le faire. Je pense que c'est ces tensions-là. Ça répond-tu? C'est très, c'est Oui, c'est au cas par cas aussi, là, j'imagine. aussi. Merci. Merci à toi, Léonie. Salut, merci Salut. beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une question comme ça. Comment est-ce qu'on mobilise quand on n'a pas encore de plan d'action? Puis le but, c'est de créer un plan d'action collectif. Tu sais, on dirait que là, tu Oui, pars c'est de la l'œuf et la poule. mobilisation, mais c'est comme, mais là, je pars par quoi? Parce que j'ai besoin avant tout d'aller un peu faire la cartographie de mes acquis, c'est qui mes partenaires potentiels, nanana, mais j'ai pas encore vraiment de plan d'action. Fait qu'on dirait que c'est ça, c'est l'œuf et la poule. Tu sais, c'est quoi les stratégies? Je sais pas si tu as des idées par rapport à ça. Ben, c'est vraiment une bonne question. Mais moi, ce que je te dirais, c'est, encore une fois, pour moi, c'est un croquis éternel. Fait que j'ai pas de plan d'action, je vais m'en inventer un peu. Je vais comme partir d'une idée. Fait que là, j'arrive avec un prototype martyr, je le propose aux personnes que j'ai identifiées qui peuvent être mobilisées, puis on va faire des cycles d'itération à travers le système comme je vous l'ai montré. Puis on voit comment ça répond auprès des personnes qu'on mobilise déjà. Et au fur et à mesure qu'on va mobiliser des nouvelles personnes, ben on va vouloir le modifier aussi parce que peut-être que eux, ils ont une compréhension différente des priorités. En même temps, un plan stratégique, c'est un plan stratégique. Idéalement, on y tient parce que c'est notre direction. Mais en même temps, il y a place à de la flexibilité selon aussi la maturité de l'organisation. C'est tout ce qui me vient, parce que c'est des gros morceaux ce que tu nommes, mais j'ai beaucoup aimé ta question. Ouais. Tu me diras si tu as des questions de précision. Ben, si je peux me permettre, Ouais. Claudia, puis salut Léonie, content de te voir. Tu sais, dans la phase préliminaire du plan, tu sais, où est-ce que tu veux peut-être, je pense que la cartographie, c'est toujours un outil pertinent. C'est-à-dire Ouais. de tout cartographier pour être capable de voir c'est qui ces parties prenantes, puis c'est naturellement d'être capable de les inviter à peut-être une rencontre de co-création en mode très légère, là, tu sais, comme une rencontre informelle de co-création avec un ordre du jour assez clair pour aller tâter l'intérêt, puis voir un peu
les priorités des parties prenantes, puis également les angles morts. Puis ultimement, ben, tu sais, une série d'activités de co-création, est-ce que par thématique, par génération, par industrie, tout dépendant, là, je ne sais pas exactement, là, je ne vais pas aller précisément dans ton cas, mais ça permet d'être capable d'avoir un bon regard, puis à un moment donné, tu vas être capable de voir quelles sont les parties prenantes prioritaires. Puis comme Claudia l'a nommé tantôt, tu sais, il y avait comme une manière d'évaluer un peu qui est un influenceur, qui est une, tu sais, c'est qui les acteurs prioritaires à mobiliser. Ben, dans ces rencontres-là, tu as la légitimité d'être capable de faire ces rencontres-là, puis ultimement, tu sais, tu peux faire sur invitation, mais tu peux aussi faire un événement ouvert pour voir quelle autre partie prenante t'as pas considéré qui vont se présenter parce que c'est leur intérêt. Puis c'est des leviers de mobilisation super intéressants parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont le goût. Fait que, tu sais, évidemment, là, j'ai pas pris le contexte particulier, mais je fais juste nommer que des ateliers, d'utiliser les médias sociaux pour ouvrir, d'être capable de faire des invitations basées sur la cartographie, ce serait une bonne manière de commencer. Je sais pas si ça fait du sens, hein. Oui, Léonie, ça fait, est-ce que j'étais à côté de la plaque ou ça fait du sens? Non, non, ça fait du sens. Ouais, Cool. merci. Ça Merci donne à des toi. pistes. C'est génial. Merci. Merci, Claudia. Là, il est 12h56. Peut-être une autre question on record. Question, commentaire, réflexion. La place est à vous, Pascal, certainement. Moi, ouais, j'en ai une sur les outils techniques qui pourraient exister pour les cartographies. Moi, je suis moins familière avec ça, puis j'ai trouvé ça super intéressant, là, le croquis avec les deux axes, là. Puis on revient d'en parler. Puis merci, Léonie, de ta question, parce que, en tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi. Puis je la trouvais vraiment intéressante. Mais, tu sais, ayant pas ces outils-là, je voudrais pas avoir à moi-même me bâtir de quoi dans, je sais pas, là, dans Excel ou je sais pas trop. Y a-t-il des choses qui existent disponibles? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a des outils et des canevas qui existent, que ça soit sur Miro, Figma, sûrement Canva aussi, je présume. Maintenant, est-ce que je les connais tous? Je sais que Communagir, ils ont Communagir pour emporter. Ils ont vraiment des beaux contenus. Je crois que Tamarack, l'Institut Tamarack aussi, font des beaux outils. N'hésitez pas si la communauté, vous avez d'autres outils. Moi, c'est ce qui me vient en tête. Merci, j'ai pris des C'est- notes, ça me dit rien, mais j'ai noté. Fait que je vais rechercher ça, certainement. Super. Mais ça dépend vraiment de c'est quoi l'objectif de la cartographie, ça dit en passant. Parce que d'un point de vue purement stratégique, un Google Excel, ça fait vraiment la job. Avec par exemple, une des sections, tu sais, nom, courriel, notes, tu sais, niveau d'importance par rapport au projet. Tu sais, des fois, le plus simple, c'est le mieux. Parce que tu sais, un des défis qu'on a dans l'adoption des outils technologiques, justement, c'est que tu sais, plus il y a d'outils, plus ça devient compliqué, plus il y a une barrière, comme vous l'avez nommé, Pascal, tantôt. Fait que Excel, Word, Google Drive, généralement, plus de gens sont capables de l'utiliser. C'est moins sexy, mais il y a moins de barrières à l'entrée. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens, je peux dire, là. Ben, c'est ça, c'est que ça dépend de la maturité numérique de l'organisation. Exact. Autre question, il nous resterait 2 minutes on record. N'hésitez pas. Peut-être que Claudia peut vous régler votre problème en 2 minutes. Sinon, ben, merci à tous. Merci du fond du cœur, Claudia, d'avoir Merci. participé aussi généreusement à cette clinique ce midi. Ben, merci à vous pour l'écoute et pour les belles questions. Puis pour les autres, si vous voulez rejoindre la communauté, groupe Facebook, des Forces fraîches, groupe LinkedIn, c'est de l'intelligence collective. Tu sais, à un moment donné, vous avez un problème, vous partagez dans le groupe Facebook, vous dites voici mon problème, vous allez être étonné des réponses. Utilisez-les, c'est gratuit. Puis on va pouvoir, ceux qui veulent participer à l'infolettre, inscrivez-vous pour participer aux prochaines activités. Si je ne m'abuse, la prochaine va être à la troisième semaine de février et c'est de savoir comment utiliser le Web3 pour des stratégies de financement alternatives. Moi-même, ça me largue un peu. Donc, on parle de blockchain, on va parler de finances alternatives. Ça risque d'être fort intéressant. Sur ce, bonne journée à tous et au plaisir de vous revoir bientôt.